partenariat, l'Europe a soulevé un point très important, L'humain. notamment la dimension migratoire. Oui. C'est-à-dire qu'il se rend compte que de plus en plus, il est envahi par les Africains. D'où il faut résoudre les problèmes des Africains pour que vous soyez plus envahis. Sinon, vous serez envahis davantage. Parce que nous allons eux-mêmes, ils commencent à émigrer. Parce que si vous allez au Maroc, vous trouvez beaucoup de... Mais c'est ça maintenant, c'est ça. Oui. La dimension migratoire, ça c'est une des résolutions d'ailleurs soulevées dans ces partenariats. Moi je crois que c'est un problème de la responsabilité au niveau de nos décideurs. Aussi longtemps que nos décideurs auront soif de changer les constitutions, auront soif de réviser les constitutions. Ça n'a rien à voir avec les de partenariats. demeurer au pouvoir. Non, non, Ça non. n'a rien à voir. Là, Non, vous ça a à sortez voir. du sujet. Parce qu'en fait, c'est quoi? Pourquoi nous restons dans l'air coupe? Parce que l'envie première, c'est quoi? C'est demeurer au pouvoir. Mais en échange... Mais ça n'a rien à voir avec le développement, ça. Non. Parce que si un pays est stable, Oui. le développement peut s'installer. Mais si vous êtes en instabilité constante, vous ne pouvez pas vous développer. Ah, mais qui nous amène à l'instabilité? Oui. Moi, je pense qu'il ne faudra pas que ceux qui nous suivent aient l'impression qu'autour de la table, nous sommes contre le partenariat avec l'Europe. Mais il faut expliquer quand même. le partenariat responsable, gagnant-gagnant. Oui, dans le monde d'aujourd'hui, Gagnant-gagnant. on ne peut pas vivre sans les autres. Oui. C'est vraiment... tout est à découvert. Il faudra qu'il y ait coopération entre les ensembles, les sous-ensembles. Cependant, il faut souligner trois choses importantes. Vous savez, les discours que nous tenons ici, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui l'ont tenu. Ils savent. Ils connaissent. Quand je me rappelle d'Alpha Condé, opposant à Sékou Touré, Oui. mais des discours comme ça, il y en avait beaucoup. De l'international socialiste. Ou Issoufou, qui est présent au Niger. Oui. Ou même Bouteflika en Algérie. Comment il vilipende la France. Mais quand il était malade, il est vite accouru à avoir des grâces. Mais on a écouté même Mme Zouma, les discours d'ouverture. Elle était plus virulente encore. Il ne s'est fait pas soigner dans un hôpital algérien. À Val-des-Grâces. Alors il faudra, moi je pense qu'il y a trois conditions fondamentales pour que le partenariat soit un bon partenariat. Il faut d'abord que les Africains soient conscients qu'il faut qu'ils luttent ensemble. Aujourd'hui, le Niger négocie avec Areva pour... individuellement. Pour l'uranium, individuellement. Oui. Or, il y a des États en Afrique qui produisent l'uranium, comme la RDC, comme l'Afrique du Sud et les autres. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, tous les pays qui produisent l'uranium, et discuter par rapport au partenariat? Mais l'Europe a toujours diffusé. Même à la mise en place de l'Union africaine, de l'OIA à l'époque, il y avait le groupe de Casablanca et puis les autres. Donc, tout à fait, justement. C'est comme ça que le rêve des États d'Afrique, si ce rêve a été un échec, ça a été torpillé par les Africains même. Houphouët-Boigny était toujours contre cette histoire de Kwame Nkrumah. Vous parlez de deux ailes à ce moment-là. Donc, ça signifie qu'il faudra que ce qui nous divise soit sincère envers nous, leur peuple, et envers l'Europe. Parce que ce que nous disons, ils savent ça très bien. Et deuxième condition, je crois que là, c'est fondamental. Il faudra que ceux qui sont au pouvoir soient effectivement l'émanation du peuple. Parce que l'Europe a commis plusieurs erreurs. Vous savez que j'avais longtemps en Europe, plusieurs Congolais ou Africains, quand ils volent, ils disent non, ça vous paye la dette coloniale. Oui. Mais l'Europe a maintenu au pouvoir le dictateur. Nous, ici, on a eu 32 ans Mobutu. Tout allait bien, la coopération FMI-RDC. Oui, parti tout cet argent qu'on versait ici. Mais non. Voilà, donc nous demeurons pauvres, ils ont soutenu les dictateurs. L'argent que parlait après le départ, Daniel Safou, on investit ici, mais ça transite sur le... Mais également, ils ne contrôlaient pas. Parce que pour eux, ce qui était important, l'homme est là, c'est la paix, comme vous dites, la paix. Quelle paix? Il n'y a pas de paix sans pain. On voit maintenant en Centrafrique, un État qu'on pensait qu'il était en paix, mais après, maintenant, on se rend compte que souveraineté ici, la Centrafrique n'a comme souveraineté son drapeau, c'est un État qui n'existait pas. Mais il y avait des présidents qui ont succédé. Et ça, l'Europe doit payer cette facture très chère parce qu'elle n'a pas aidé les États africains à devenir des États réellement modernes. Et enfin, là, je vais citer par là, il faudra que ceux qui sont censés être économistes, les RDC, qui négocient des contrats avec l'Europe, ne négocient pas des contrats pour leurs propres intérêts, ou pour leur régime, ou pour ceci ou cela. Je prends l'exemple de contrat chinois. Tout ce qui a entouré ce contrat, c'est comme si c'était un contrat qu'on voulait, dans le cadre de la visibilité, etc., pour défendre le régime. Là, c'est faux, parce que quand vous faites un projet, sans tenir compte des aléas d'un pays, pour votre régime, pour votre pouvoir, ça fera flop.
Et nous y sommes. Et je vous apprends que ceux qui ont plus torpillé, enfin qui ont plus dénoncé les contrats chinois, ce n'est pas l'opposition. Vital Kamerhe à l'époque était encore dans la majorité. Donc Vital Kamerhe a torpillé. Non, je disais qu'il était encore dans la majorité lorsqu'il dénonce les contrats chinois. Voilà. Si, ceux qui ont beaucoup torpillé, c'est l'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Oui. C'est juste un petit complément à ce que Daniel a dit, ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que nous voudrions que l'Afrique évolue sous forme un vase clos d'une sorte de monade ou de péninsule. Non, non. Nous sommes dans un contexte de la gouvernance mondiale qui suppose une sorte d'ouverture imposée par la mondialisation, mais une ouverture qui suppose un rendez-vous du donner et du recevoir entre l'Europe et l'Occident. Et d'ailleurs, le confrère a parlé de Martien Towa. Il y a également, toujours au Cameroun, Axel Kabou qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Un très bon livre. Un très bon livre, oui. qui contient déjà des réponses à tous ces défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Et d'ailleurs, Axel Kabou disait, et si l'Afrique refusait le développement, ça veut dire, pourquoi ne pas développer des projets qui tiennent compte des réalités africaines. Absolument, de notre culture, etc. Voilà, parce qu'aujourd'hui, comme Jean-Marc Ella l'a dit dans son ouvrage La ville en Afrique noire, si nous voulons aujourd'hui imiter le modèle de développement de l'Afrique, de l'Europe, nous serons en retard parce qu'il y a une certaine dynamicité telle que si nous copions ce que l'Afrique et l'Occident fait aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information, les nouvelles méthodes de développement, nous serons en retard des 1000 siècles par rapport au développement de l'Europe. Et qu'il faut que l'Afrique tienne compte de ces réalités. Et d'ailleurs, vous allez voir, lorsque l'Occident, à l'époque coloniale, construisait même les infrastructures, les chemins de fer, les routes, c'était toujours en fonction des intérêts de l'Occident pour évacuer les matières premières. Mais avec, par exemple, le contrat chinois, c'est le Congo qui dit, vous nous construisez le boulevard du 30 juin en raison de cela. Donc, il n'y a pas une dictée à faire en fonction des intérêts du peuple. Absolument. Il faut qu'on change de Oui, je finis très rapidement. Oui. Dans 2 secondes, j'ai dit qu'il ne faut pas que nous tombions dans le piège de l'Occident, qui, lorsqu'il faut coopérer avec un État, on voit non, dans son pays-là, dans ce pays-là plutôt, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ce sont des échappatoires qui ne tiennent pas compte de principes de souveraineté internationale. Et surtout quand on va en Chine, on parle plus des droits de l'homme. Je donne une preuve. Vous pouvez avoir une marionnette, un président africain, bébé de la France ou de la Belgique, il peut violer au palais de la République, il peut piller à 12 heures. C'est un bébé. Lorsqu'on ne dira pas qu'avec lui on peut signer et donner tout. Mais il suffit, comme Laurent Gbagbo, de refuser son cacao ivoirien aux Français, même s'il n'a pas violé, il sera présenté comme un violeur avec qui l'on ne peut pas coopérer pour le développement de la République. Alors, par rapport à l'action que vous m'avez posée avant, par rapport aux dettes que l'Afrique a de manière générale à l'Europe. Vous leur devez. L'Europe qui le doit. Ces dettes ont été contractées de quelle manière? Mais vous avez signé. Le droit international. Nous avons d'abord, nous, le droit. Par exemple, s'il faut parler de relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, d'exiger d'abord le paiement de cette dette. Le contentieux. Belgo-congolais. Le fameux contentieux. Alors, même quand on vous dit on vous a prêté autant, mais ce n'est pas un don. C'est l'argent venu de nos ressources naturelles que l'on nous donne comme si c'est un prêt. Nous sommes prêts à engager des juristes africains pour que l'on aille découdre au niveau de la Cour internationale de justice. Alors, terminons quand même avec les 6 minutes qui nous restent pour parler de cette ambiguïté de notre consoeur RFI. Paul Diakese, comment expliquer que lorsque les FARDC, que vous chérissez tant, remportent des victoires, on ne dit rien. On dit à peine, bon, le M23 a été vaincu, ou le Nalef Nalou, leur dernier bastion a été occupé. Ça s'arrête là. Et lorsqu'on change de tactique par les FARDC dans la lutte contre l'FDLR, on dit non, les Congo ne veut plus en guerre, enfin ne va plus en guerre contre les FDLR parce qu'ils sont des connivents. Alors on amplifie juste pour discréditer les FARDC.
Pourquoi expliquer cela par un média qui se dit international? Enfin, on sait que c'est la voie autorisée, mais c'est un média quand même. C'est une question trop dirigée. Non, c'est pas dirigé, mais c'est une appréciation des journalistes. Et on parle un peu de nous, là, pour une fois. Qui risquerait d'exposer celui qui apprécie la question. Non, non, je la pose en toute liberté. Là, vous partez de la réaction du ministre de la Communication. Là. Oui, le ministre a réagi par rapport à un papier qui a été publié disant que la RDC ne combat pas les FDLR de la même manière que le M23 parce qu'ils sont des connivences. Mais on sait pertinemment que c'est dans la logique de ne pas féliciter lorsque la RDC gagne. C'est dans la logique de dire tout ce qui est positif, on n'en parle pas. Dès qu'il y a un couac, on amplifie. C'est exactement ça. Bon, je ne veux pas vous décevoir parce que je ne veux pas... dire comme ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Non, oubliez le porte-parole. On analyse un peu le fait. Et puis en tant que Congolais, je n'accepterai pas qu'on puisse vilipender mon armée et dire facilement qu'elle est de mèche avec le FDLR. Moi, ce qui me préoccupe ici, c'est la forme un peu. La forme. Est-ce qu'il faudra répondre à RFI par un point de presse tonitruant? Mais si on ne dit rien non plus, c'est cautionné. Est-ce que c'est RFI qui a dit ça? Est-ce que nous, en tant que confrères, parce que nous sommes des confrères, hein, ne vous en faites pas, ceux qui sont RFI ne sont pas extraterrestres, on a la même formation, nous sommes même plus que certains qui sont là. Mais est-ce que notre ministre doit se préoccuper d'un média? C'est comme si ça, il faut publier un article, et puis même des tout dépend de l'ampleur aussi. Tout dépend de l'ampleur et de l'audience aussi. Moi, c'est la forme un peu. Ces points de presse contiennent à temps et à contre-temps. Peut-être qu'un jour, on nous dira combien ça coûte au trésor public, comment serait réparti aussi. Tout ça, c'est parce que le Premier ministre Matata ne communique pas. Communique pas. Moi, je pense que c'est je trouve ça un peu... Qu'est-ce qui vous gêne? Ce n'était même pas la une de RFI. Ce n'était même pas l'éditorial. Ça nécessitait vraiment un point de presse. Pourquoi ne pas faire... un démenti. Un communiqué. Et puis, lorsque un journaliste... Je prends l'information, Jean-Marie, sur Kingankati, qui avait la majorité, ceux qui étaient pour qu'on modifie la Constitution. L'information était donnée par Kamanda Wakamanda. Donc, bien connu. Dans les journaux de Safou, le journal de Ludor, lorsque c'est l'auteur de l'article qui répond de son article, il ne faut pas incriminer le point saillant. Lorsque Paul a signé un article, c'est vrai que le point saillant a diffusé, mais c'est Paul. Maintenant, en appréciant ce que Paul a écrit, il faut balancer la source, etc. Jean-Marie, aussi longtemps que nous-mêmes ne serons pas là où les faits se passent, on s'arrête à l'officiel. Parce que Lambert Mende n'est pas porte-parole de forces armées. Le gouvernement, il y a un peu mélange des genres. Non. Je vous rappelle ici. Il est porte-parole d'un gouvernement d'un pays, forcément, il a force de l'ordre pour dire ça. Jean-Marie. Là, vous faites une mauvaise... Voilà pourquoi je disais que votre question est dangereuse. Parce que la forme, je n'en trouve pas tellement. C'est pas pour un artiste. Faisons tourner la parole. Non, non. Alors, et puis vous prenez la parole. Nous sommes dans les votre temps est passé. Ne m'expose pas. Il faut avoir l'impression que moi je suis contre ce que le Mende a dit. Moi c'est la forme en fait. Oui, on a bien compris. Est-ce qu'il faudra pour un petit article? On a bien compris. Mais il fait son travail. Nous sommes vers les années 80. De quelle manière nous avons chacun de nous une mémoire fidèle, on peut se souvenir. Nous sommes vers les années 80. Les contentieux belgo-congolaises. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement zaïrois à l'époque envoie ses experts, notamment Kamanda. Oui, en 1989. Nimi. Oui. Et ces gens-là, quand ils sont allés en Belgique, au fait, l'intentionnalité était qu'ils devaient être en face de la classe politique belge. Ils sont retrouvés en face de la presse belge. Ils se sont retrouvés en face, n'est-ce pas, de la presse belge. Oui. Mais ils ont débattu des choses comme s'ils étaient en face, n'est-ce pas? Parce qu'ils savaient que les messages passaient chez les politiques. C'était la honte, n'est-ce pas, de la crème intellectuelle zaïroise à l'époque. On les a opposés à la presse. À la presse. C'était une honte. On n'a pas senti le poids de la classe politique zaïroise. Je reviens maintenant à ce que, n'est-ce pas, venait de poser le point de RFI. Ce que Mende fait,